Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Merci d'avoir accepté d'être interviewée. Merci, ça me fait très plaisir d'être là. Donc je vous ai invité parce que vous êtes mon éditrice, vous avez édité mon recueil de poèmes et je me suis dit que ce serait intéressant d'interviewer une éditrice. Oui, tout à fait. J'ai édité Cimetière des rêves d'enfants il y a un an de ça. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Et donc, je m'étais dit que ce serait intéressant de savoir un peu votre parcours, pourquoi vous avez eu envie de créer une maison d'édition, etc. C'est parti. Ma première question, pourquoi Édition SEM? Pourquoi ce nom? Alors, le nom des éditions SEM vient du verbe semer, parce que j'aimais beaucoup la symbolique de semer des graines, de répandre les mots, de planter des petites graines dans l'esprit des lecteurs qui vont découvrir et voyager à travers les histoires et les mots des livres que j'allais éditer. D'accord, d'accord, c'est très joli comme image. Oui, j'aimais beaucoup aussi l'image de la petite graine qu'on retrouve aussi dans le logo où le S de SEM fait une petite graine qui est en train de pousser. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai, oui. C'est très joli et j'aime bien l'idée. Et donc, du coup, vous voyez un peu comme une cultivatrice de talent, en fait. Ah, c'est un peu ça, de talent, d'histoire, un peu un jardin de mots, un peu, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Et ben, quels sont les ouvrages que vous publiez? Alors, aux éditions SEM, on va publier des livres à destination des jeunes adultes. Donc, jeunes adultes, qu'on dit aussi young adultes en anglais. Généralement, c'est une tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Voilà, il n'y a pas vraiment de loi sur quelle tranche d'âge c'est young adulte, mais généralement, c'est plus ou moins cette tranche d'âge-là. Donc, des personnes qui sont entre l'adolescence, entre être adulte. Et je publie surtout des romans et des livres de poésie. Donc la poésie, c'est un peu une spécificité parce que de connaissance, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui font de la poésie pour les young adultes. Et en roman, on publie surtout des livres pour l'instant de fantasy. Mais ça peut être de tout en publication. On peut avoir aussi de tranches de vie, etc. D'accord. C'est un défi, enfin, je veux dire, d'avoir décidé de publier de la poésie. C'est toutes les maisons d'édition ne se lancent pas là-dedans parce que c'est pas facile à vendre. Est-ce que vous n'avez pas hésité à vous lancer là-dedans? Vous saviez déjà que vous vouliez proposer de la poésie dans votre catalogue? Alors, je savais déjà que je voulais proposer de la poésie parce que j'aime beaucoup la poésie et je me suis dit que c'est quelque chose qui est pas beaucoup développé aujourd'hui pour les young adultes et que du coup il y avait quelque chose à faire de proposer aux gens qui aiment lire de la poésie qui est adaptée à leur expérience de vie, à ce qu'ils aiment. À, oui, à développer une collection vraiment pour les young adultes, sachant que ça n'existe pas beaucoup et que généralement ceux qui lisent de la young adult, c'est aussi des grands lecteurs, du coup, qui sont aussi sensibilisés à ce type de poésie, mais aussi faire découvrir de la poésie à des personnes qui lisent pas forcément et qui pourraient le découvrir par le biais d'ouvrages qui les intéressent, dont les thèmes les intéressent. Et voilà. D'accord, d'accord, je comprends. Et par rapport à vos autres ouvrages, donc des livres de fantaisie, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'en Euh, est-il? C'est de la fantaisie, c'est quoi comme type de fantaisie? alors, l'autre ouvrage
ouvrage qu'on a, c'est une trilogie qui est en train de sortir. Donc il y a le premier tome qui est sorti et là on travaille sur le second tome. Donc La Dragonnière d'Artémis. C'est de la fantasy de type... alors je ne saurais pas dire la sous-catégorie que c'est de fantasy, parce qu'il y a plein de sous-catégories en fantasy et là c'est l'histoire d'une jeune fille qui va voyager, qui va découvrir que elle, dans son rôle de dragonnière, on lui demande d'écrire l'histoire, mais l'histoire est pas forcément celle qui est écrite n'est pas forcément celle qu'elle voit, donc elle va essayer de chercher pourquoi les mensonges sont ainsi propagés. D'accord, d'accord. Une jeune fille qui va se rebeller un peu contre l'ordre établi ou... Ah, c'est un peu ça, oui. Il va y avoir une remise en question de l'ordre établi. D'accord, Se rendre compte que elle, quand elle voyage, elle n'est pas forcément acceptée partout. Du coup, aussi un peu une remise en question des biais discriminatoires qu'elle peut vivre et dont elle souffre en tant que dragonnière. d'accord, d'accord, très bien. C'est une trilogie, hein? Oui, c'est ça, c'est une trilogie. Là, on travaille sur le second tome. D'accord. Et donc les 3 tomes seront disponibles quand? Alors là, c'est un peu compliqué à dire. Le troisième tome est en train d'être écrit, si je me souviens bien. Le second devrait être disponible, je pense, d'ici fin 2024, voire 2025, selon comment on avance. Donc ça va dépendre de la vitesse où on avance. D'accord, très bien. Et donc ce sont les 2 types d'ouvrages que vous proposez, de la fantaisie et de la poésie, pour les young adultes? Alors pas que de la fantasy du coup, mais pour l'instant c'est actuellement ce qu'on me propose. Mais je suis ouvert à d'autres types de romans en tout cas. Et aussi ouvert à tout ce qui est recueil de nouvelles aussi, si un jour j'ai l'occasion d'en publier, pourquoi pas. Très bien, bah justement, ça m'amène à vous poser une question que sans doute les auditeurs qui sont écrivains, qui sont en train de nous écouter vont se poser. Est-ce que vous acceptez encore, est-ce que vous faites encore des appels à manuscrits? Est-ce que vous acceptez encore les manuscrits ou vous êtes complet et jusqu'à quand du coup? Alors pour l'instant, je dirais que non pas encore. Je vais certainement réfléchir pour bientôt réouvrir les soumissions aux manuscrits. Mais pour l'instant, c'est pas encore ouvert. Mais je suis dans l'optique de certainement un jour les rouvrir dans un futur très proche. Donc en 2025 par exemple ou... C'est possible 2025, ce serait cohérent de 2025. Je voudrais savoir, euh, est-ce que vous avez eu des difficultés pour créer la maison d'édition? Est-ce que c'était quelque chose que vous pensiez déjà depuis longtemps, qui vous tenait à cœur, ou est-ce que c'est un hasard de la vie? Comment ça s'est passé? Alors, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment, donc je suis pas partie sur un coup de tête. On va dire que la plus grande difficulté qui m'a fait face quand j'ai créé la maison d'édition, ça va être tout ce qui est administratif, quand on s'y connaît pas. L'URSSAF, tout ça, ça prend un temps monstre à comprendre comment ça fonctionne. Et on n'est pas forcément bien aiguillé pour comprendre au début. Bon, maintenant j'ai la main, donc ça va, c'est plus une tâche qui est difficile pour moi, mais au début, quand on s'y connaît pas, franchement, c'est pas facile. Et surtout que j'ai commencé l'année où l'URSSAF avait commencé à bouger, avait des remaniements. C'était vraiment une année pas terrible en termes d'administratif, mais pour tout le monde de manière générale. Donc c'était ça la plus grande difficulté. D'accord. L'administration française, quoi. C'est ça. Et à part ça, vous n'avez pas éprouvé d'autres difficultés, parce que des maisons d'édition, il y en a tellement, dans notre pays surtout, hein. La France est quand même un pays de grands lecteurs, et je me posais la question, c'était pas difficile de faire votre place dans le milieu?
Je dirais que pas- en fait, même s'il y a beaucoup de maisons d'édition, vu que chacun a ses propres spécificités et qu'on ne publie pas exactement les mêmes textes, il n'y a pas une si grande difficulté là-dessus. Voilà, après, faut quand même trouver sa place, quand même être présent. Mais derrière, je vois pas les autres éditeurs comme des concurrents, plus comme des collègues que des personnes qui prendraient des parts de marché. D'accord, très bien. Euh, Et qu'est-ce que vous faites alors pour faire connaître votre maison d'édition? Alors là, j'essaie de plus en plus de faire des salons parce que c'est là où je me rends compte que je rencontre le plus de lecteurs potentiels. Et c'est aussi très valorisant de rencontrer les lecteurs, de leur présenter le livre et de voir que le livre plaît. Par contre, bon, le désavantage des salons, c'est que c'est un gros travail pour faire de la prospection, trouver des salons qui seraient intéressés pour une maison d'édition comme la mienne. Et mais aussi trouver des salons rentables parce qu'il y a des salons mais qui ne seront pas forcément rentables pour moi, malheureusement. Après, en ce moment, je travaille beaucoup avec d'autres maisons d'édition. Donc, en gros, je vais sur des salons, mais j'ai pas que mes livres sur la table, j'ai aussi des livres d'autres maisons d'édition qui ont pas forcément de lien évident avec ce que moi je publie. Comme ça me permet de mettre en avant mes livres, mais aussi d'avoir un chiffre d'affaires sur des livres que moi je ne vends pas et qui me permet d'avoir une rentrée d'argent en plus de ce que je vends. D'accord, je comprends. Donc vous faites beaucoup de salons, vous vous déplacez beaucoup alors? Alors oui, j'essaye le plus possible. Là, dernièrement, je commence à prospecter pour tout ce qui est salon de Noël. Donc on essaye de s'y prendre assez tôt parce que c'est... Sinon après, si on s'y prend au dernier moment, c'est plus compliqué de trouver des choses. Mais j'essaye d'en faire le plus possible. D'accord, je comprends. Et oui, c'est vrai que vous m'aviez dit, quand vous parlez de faire des rencontres, etc., vous m'aviez fait part de plusieurs anecdotes quand vous avez proposé mes poèmes dans les salons, que ça vous avez fait des belles rencontres et que c'était très touchant ce que vous m'aviez écrit, que Oui, 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 bah, pour rebondir là-dessus, enfin, Cimetière des rêves d'enfants, il plaît énormément en salon en fait. Euh, et c'est très marrant de voir les gens qui sont interpellés par le titre et ça déclenche des discussions au Cimetière des rêves d'enfants, ils se posent des questions et ça me permet de le présenter, d'expliquer que c'est des poèmes qui vont parler de sujets qui sont pas forcément toujours faciles à aborder, mais aussi des sujets qui sont au contraire très joyeux. Donc il plaît beaucoup. Et pour notamment l'anecdote que je vous avais partagée avec cet adolescent qui commence à lire les poèmes et en fait sa mère est arrivée derrière et il y a eu un échange en fait de les deux voulaient payer le livre mais pour du coup l'adolescent et il y a eu vraiment beaucoup d'émotions dans leur voix parce que je sentais que c'était un sujet qui leur tenait beaucoup à cœur et finalement bah ils sont repartis avec le livre et beaucoup d'émotions. ah, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a beaucoup touchée quand vous me l'avez raconté, j'y pense encore d'ailleurs, parce Ah oui, que et puis j'ai trouvé ça important de vous le partager parce que je me suis dit que c'était le genre d'anecdote qui vous ferait plaisir à entendre et que ça vous toucherait aussi beaucoup. oui, tout à fait, oui, c'est pour ça que j'écris de toute façon pour toucher les lecteurs et je suis heureuse quand je sais que bah ça a fonctionné quoi, ça a atteint son but. C'est ça. Et puis, franchement, généralement, je dis aux gens qui sont intéressés, je vous conseille de lire un ou deux poèmes pour voir si le style vous plaît. Et vraiment, l'adolescent a ouvert le livre et a regardé sa mère en mode j'adore trop les poèmes. Ah, ça fait trop plaisir parce que parfois quand on est dans sa tour d'ivoire d'écrivain, toute seule, face à son cahier ou à son ordinateur, c'est parfois difficile, hein, même si j'aime bien ça. Et
Et après, quand vous me dites ce genre d'anecdote, c'est sûr, ça fait chaud au cœur. Ça redonne un coup de motivation, ça nous rappelle pourquoi on écrit et pourquoi on publie aussi surtout. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que justement, puisque on parle d'écriture, est-ce que vous écrivez aussi, ou vous êtes seulement éditrice ou vous écrivez également? J'écris un peu, alors pour l'instant, j'ai pas encore pour idée de publier des romans, etc. J'écris aussi un peu de poèmes, mais on verra. Si un jour je vivrai cette expérience du côté auteur, en tout cas, j'ai déjà l'expérience du côté éditeur, donc on verra. Mais oui, D'accord. j'écris. Et ça me paraît aussi important de comprendre aussi la démarche de l'auteur pour comprendre ce à quoi on fait face quand on écrit, pour mieux appréhender le travail d'édition aussi. Oui, c'est vrai, oui, oui, tout à fait. Bah, j'espère un jour lire vos poèmes alors. Peut-être. Est-ce que quels sont les projets pour la maison d'édition? Vous envisagez de faire des traductions, de publier les livres dans d'autres langues ou vous avez d'autres projets? Alors pour l'instant, j'aimerais beaucoup développer la collection poésie parce que je me rends compte que ça plaît beaucoup en fait sur les salons. Alors toujours développer la partie roman bien sûr, mais j'aimerais vraiment mettre un accent sur le côté poésie prochainement, je pense. Tester quelques autres types de poésie sur des thèmes différents et voir comment ça se passe en tout cas. D'accord. Vous allez donc vous mettre en quête de nouveaux poètes et poétesses? Oui, oui, pourquoi pas, certainement. De toute façon, faudra bien trouver des manuscrits à publier. Donc oui, ce sera forcément un moment le travail qui sera à faire. D'accord. Et est-ce que vous envisagez donc de faire des traductions ou non de vos textes déjà publiés? Le livre de Euh, fantasy, par exemple? faire traduire, c'est ça? Oui, Euh, pour l'instant, c'est pas prévu. J'avais eu un moment des échanges avec une, euh, une agence littéraire qui proposait des livres à la traduction, mais ça n'avait pas l'air de l'avoir fait aller plus loin dans le projet. Donc pour l'instant c'est pas prévu, mais peut-être qu'un jour ça pourra arriver. d'accord. C'est pas exclu. Très bien. Euh, donc vos projets, c'est développer la collection poésie et peut-être des recueils de nouvelles, c'est ça? Oui, peut-être. D'accord. Certainement. Après, si bien sûr j'oublie pas le côté roman qui est aussi très important pour moi. Voilà, vraiment développer ces collections développer de manière générale le catalogue. Les éditions ont comment dire, des lignes éditoriales bien précises. Vous, c'est différent. Je dirais qu'au niveau des lignes éditoriales, j'avais vraiment une volonté aussi de publier des livres écrits par des personnes concernées, de ce qu'on appelle un peu plus ceux du on voice. Donc vraiment publier des livres qui sont écrits par des personnes concernées par certains sujets qu'ils abordent dans leurs livres. Euh, Comme par exemple Artemis la dragonnière, on évoque plusieurs personnes qui sont des personnes LGBT et le fait que Artemis soit aussi concernée par le sujet était très important pour moi. Je dirais que la ligne éditoriale, ça va être ça et aussi le fait de vraiment faire grandir le lecteur, faire développer, ressentir des choses au lecteur. Donc voilà, faire comme le nom l'indique de la maison d'édition, faire semer quelque chose chez la personne. Donc en ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de ligne éditoriale où, par exemple, je pourrais publier que de la romance ou
que des poèmes d'amour. Mais il y a quand même une ligne éditoriale derrière, dans le sens où il y a une volonté de développer quelque chose en fond. D'accord, des graines chez le lecteur, des graines d'émotion. Ça. D'accord. Eh ben, on va peut-être passer à vos lectures. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ou quel est votre dernier livre coup de cœur? Ah, ça peut être différent d'ailleurs, votre dernier livre coup de cœur et le dernier livre que vous avez lu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, déjà, mon dernier livre coup de cœur, c'est une BD. D'accord. Ça s'appelle Cosmonite de Anna Templer. Alors, c'est une BD dans un futur très lointain, donc avec sur fond d'espace. Et on va suivre des gladiatrices intergalactiques qui vont participer à des joutes pour sauver des princesses. Et il y a un style très coloré dans les dessins que j'aime beaucoup. Et l'histoire, c'est vraiment les princesses qui sont pas juste des personnes qu'on doit sauver, c'est aussi des gladiatrices qui vont sauver d'autres princesses. Et j'aime beaucoup le fond de l'histoire où on a des personnages féminins très forts, très différents les uns des autres, qui vont apporter chacune une touche très particulière à l'histoire que j'aime beaucoup. D'accord, je connais pas du tout. C'est en train de sortir, là il y a le tome 2 qui est sorti. D'accord, bah, je jetterai un coup d'œil. En tout cas, je le conseille beaucoup parce que c'est mon dernier coup de cœur. D'accord, donc une BD un peu féministe. Ah, totalement féministe, hein, je dirais. Il y a aussi un fond politique très important sur les grandes sociétés vont embaucher des gladiateurs pour gagner des joutes, pour gagner la mainmise sur le royaume, etc. Avec oui un fond très féministe sur la femme qui va se sauver elle-même et qui va sauver d'autres femmes autour d'elle, qui est vraiment très puissant et très important. Ah, d'accord, je vois. Ok, vous pouvez nous rappeler le titre? C'est Cosmonite de Anna Templer. Très bien. Et le dernier livre que vous avez lu? Alors le dernier livre que j'ai lu, il n'est pas du tout dans la même branche. C'est une biographie d'Alphonse Mucha par Tomoko Sato. Alphonse Mucha qui était un affichiste qui a vécu à Paris, qui est d'origine slave et dont le style a très marqué, enfin beaucoup marqué l'Art Nouveau. Donc qui a fait beaucoup d'affiches pour Sarah Bernard notamment et pour des publicités comme les biscuits Lu. Ah, oui, je vois, ouais. Si par exemple vous connaissez Arcane, la série animée sur League of Legends qui est disponible sur Netflix, ils se sont beaucoup inspirés du style Musha pour faire certains décors dans leur show. Ah, d'accord. Non, j'ai pas Netflix, mais ok, d'accord, d'accord. Et le dernier film ou la dernière série télé qui vous a plu? Alors, le dernier film, c'est Vermine de Sébastien Vanissek, qui est sorti assez récemment, en 2023, début 2024, je dirais, qui était au cinéma. C'est un film français. Alors, je sais pas si vous connaissez. Alors là, non, franchement, non. Pas du tout. Alors, c'est un film d'horreur sur le thème des araignées. On va voir un jeune, alors je pense que c'est en Seine-Saint-Denis, je suis pas sûre. En tout cas, un jeune de quartier populaire qui va acheter une araignée exotique. En fait, cette araignée, elle va s'enfuir, elle va commencer à se reproduire et tout le bâtiment va être infesté par des araignées géantes tueuses d'hommes et le propos est très intéressant parce que c'est pas qu'un film d'horreur sur les araignées, c'est aussi un film qui va avoir un propos de fond social sur
On juge beaucoup les araignées, comme on juge beaucoup les jeunes de cité. Et finalement, on a beaucoup de préjugés il faut pas. Ah Enfin, oui, je vois, d'accord. il y a un vrai parallèle entre l'araignée et les jeunes de cité on, on décrit comme de la vermine dans le discours, dans certains discours. Et j'ai beaucoup aimé ce propos de ce lien Ah, entre les deux. c'est original, en effet, ouais, ouais. Ouais, c'est pas qu'un film d'horreur du coup. Ah ouais, c'est un film d'horreur avec un message. Ah ouais, c'est intéressant. C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé justement ce double côté. Il n'y a pas que du divertissement, il y a aussi un fond social derrière qui est vachement important, avec un message très important. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est plutôt rare dans les films d'horreur. Je le conseille beaucoup aussi. D'accord. Est-ce que vous êtes allé voir du théâtre ou à la télé ou enfin, si vous aimez le théâtre déjà, bien sûr. Alors j'aime le théâtre, mais je vais pas souvent, donc c'est vrai que c'est un peu triste là-dessus. La dernière chose, la dernière, le dernier spectacle auquel j'ai assisté et qui peut s'approcher au théâtre, ça va être une performance de drague, donc de drag king et de drag queen. Euh, j'aime beaucoup le drag. Je trouve qu'il y a un côté très théâtral dans les performances, donc qui est un peu entre le théâtre, entre la performance de danse et le chant aussi. Et D'accord. la performance où j'y suis allée, il y avait plusieurs personnes qui faisaient du drag, et chacun avait une chanson en solo. Et à la fin, tout le monde s'est rassemblé. Il y a eu une performance sur Aimons-nous vivants de François Valéry, et que j'ai trouvé très beau dans le message qui est profitons de la vie, aimons-nous. Il faut profiter pour partager l'amour et pour pas se laisser avoir par ce qui peut être négatif autour de nous. Ah ouais, bah encore un beau message. C'est ça, oui. J'ai beaucoup aimé aussi. Ah d'accord, bah écoutez, vous serez sans doute la seule à avoir donné une réponse aussi originale à ma question sur le théâtre. Je suis jamais allée voir moi un spectacle de drag queen ou de drag king. Je savais même pas qu'on pouvait dire drag king, je pensais que c'était que drag queen. Non, il peut y avoir les deux en fait. Du coup, le drag king, ça va être vraiment le côté plus pendant masculin de la drag queen. Donc, on va avoir du coup des personnages très masculins, alors je sais plus comment on dit, mais très stéréotypés justement, mais plus pour faire du spectacle. Donc, Oui, bah oui, bien sûr, pour le spectacle, oui, c'est logique, oui. c'est ça. Et je conseille, quand on connaît pas trop, d'aller sur des spectacles plus, plus tranquilles. Enfin, moi, par exemple, j'ai découvert le drag à travers des bingo drag, donc on fait du bingo. Et on a des performances drag pendant le bingo, et c'est les drag kings et les drag queens qui vont tirer les numéros. Je trouve ça très drôle, le mélange des deux. Ah ouais, ouais, on s'y Le, attend pas, ça. le côté bingo et le côté drag qui se mélangent, je trouve ça vraiment très fun. Ah ouais, c'est plutôt marrant. Ah ouais, ouais, j'imagine bien la scène du coup. Seul pour faire la maison d'édition, enfin pour diriger la maison d'édition, vous avez des collaborateurs, comment ça se passe? Alors, dans la maison d'édition même, je suis seule. Après, j'ai la chance d'avoir des coups de main sur certaines tâches par des proches. D'accord. Euh, Après, je sais que j'essaye de travailler beaucoup en relation avec d'autres maisons d'édition. Comme je dis, moi, je les vois plus comme des collègues que comme des concurrents. Donc, c'est aussi ça que j'essaye de faire parce que ça permet de créer des dynamiques qui sont très intéressantes pour développer la maison d'édition. Très bien. Et vous arrivez à en vivre, la maison d'édition
est rentable ou vous êtes obligé d'avoir enfin obligé, ou vous avez un travail à côté? Alors, j'ai un travail à côté, ce qui me permet du coup de pouvoir injecter des sous dedans parce que c'est quand même un challenge financier. Donc derrière, il faut aussi que moi je puisse vivre et puisse derrière développer des collections. Donc oui, j'ai un travail à côté. Mais bon, j'espère un jour pouvoir être rentable pour en vivre pleinement. Oui, je vois. Je crois qu'il faut. On dit pas qu'il faut 3 ans pour qu'une entreprise soit rentable? C'est possible. Après, là, moi, je suis au-dessus des 3 ans, là, du coup. Euh, Mais c'est vrai que du coup, comme je suis pas à plein temps, c'est vrai que les 3 ans sont peut-être un peu plus longs pour moi. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est ce que j'avais lu ou entendu. J'avoue, après, c'est peut-être différent pour une maison d'édition parce que Oui, aussi, c'est c'est vrai. pas la même chose. C'est plus compliqué. Parce que moi, de l'inverse, j'ai surtout entendu qu'au bout de 5 ans, les maisons d'édition, elles fermaient rapidement. Enfin, que généralement, au bout de 5 ans, une maison d'édition peut fermer. Ah bon? Du coup, j'essaie de garder le cap et de rester plus longtemps que 5 ans. Ah ouais, d'accord. Mais ça arrive souvent oui, effectivement, en dessous de 5 ans, c'est une durée de vie pour une petite maison d'édition. Mais là, moi, c'est pas mon but de rester moins de 5 ans. Oui, je comprends. Vous avez votre parcours vous destinez à créer une maison d'édition? Vous avez fait une formation de lettres ou... Alors, j'ai fait une formation d'1 an en art appliqué après le bac. Et en fait, pendant cette année, je me suis vraiment connectée au livre. Je me suis beaucoup renseignée sur le processus d'édition dans le cadre du coup de mes études. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais développer un peu ce côté travail du livre. Et j'ai postulé alors, à l'époque c'était un DUT, mais aujourd'hui si on appelle ça un BUT, donc un DUT en métier du livre. Donc ceci m'a permis d'avoir déjà une base sur les métiers du livre. Et à la suite de ces DUT, j'ai pu faire des missions de correction et des missions de mise en page de bande dessinée. Du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir déjà un pied dans l'édition avant de lancer ma maison d'édition. Oui, d'accord. Donc oui, vous saviez un peu à quoi vous attendre. Oui, en tout cas sur tout ce qui est travail du texte et de la mise en page, je partais pas de rien. Oui, oui, je comprends. J'avais déjà beaucoup d'expérience là-dedans. Et donc vous vous projetez, vos souhaits, c'est c'est de développer votre maison d'édition et à terme de vivre de votre maison d'édition alors. Ou vous pensez toujours avoir un travail à côté pour équilibrer ou vous voulez complètement vous consacrer à la maison? L'objectif, ce serait d'en vivre totalement et de pouvoir aussi permettre aux auteurs que je publie d'en vivre aussi. Euh, donc ça va dépendre de jusqu'où j'arrive à faire développer les collections, les publications. Mais oui, l'objectif, ce serait ça et oui, de permettre de rémunérer au mieux les auteurs que je publie. Vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui aujourd'hui aimerait se lancer et comme vous créer une maison d'édition? Euh, de... Bonne question. Euh, je dirais de se faire plaisir en publiant des livres parce que si on commence à publier des livres, en fait, ce qui fait un peu vivre la maison d'édition dans le temps, c'est aussi le plaisir qu'on a à publier des livres. Donc, si on commence à publier en oubliant ce plaisir, derrière, c'est sûr qu'on perd la motivation.
Et moi, ça me fait vivre en fait de pouvoir publier des choses que j'apprécie, que j'aime et que j'aurais aimé lire aussi en tant que lecteur. Donc c'est important de garder un peu ce plaisir de lecture quand on publie. Je sais pas si c'était très clair ce que je disais, Ah si, mais si, si, j'ai bien compris ça. garder la passion. Ouais, oui, ah ouais, c'est très très, je comprends tout à fait, oui, ça marche aussi d'ailleurs pour, dans le cas des écrivains, hein, parce que parfois on Oui, peut se décourager et perdre de vue le plus important, parce qu'on est tellement obsédé, ah, j'aimerais bien que ça marche, que j'ai plus de voilà, lecteurs, que ceci, que cela, et on peut perdre le plaisir bah, d'écrire tout simplement, quoi. c'est ça. C'est des métiers de passion, donc faut pas oublier le côté passion parce que sinon ça sert à rien de se lancer là-dedans. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça le conseil que je donnerais, pas oublier la passion derrière le travail. Oui, je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette interview et de vous être prêté au jeu. Bah, merci à vous, c'est toujours un plaisir de parler de sujets comme ça et de le partager. Oui, et puis ça nous a Merci pour votre écoute. À très bientôt sur La Bouquineuse.